Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau FHP Direct ici à Sontexpo et on ne vous présente plus, professeur Alain Fischer. En tous les cas, bonjour. Vous connaît. Je me rends compte que tout le monde vous connaît ici. On vient même faire des photos avec vous. Je ne suis pas sûr que ce soit le problème principal. Mais cela prouve en réalité qu'il y a évidemment une attente absolument incroyable de ce que vous pouvez dire, de ce que les uns et les autres vont dire et faire. On attend d'ailleurs demain une déclaration du président de la République sur le Covid. Nous allons donc effectivement parler de vaccins, puisque vous vous occupez de la vaccination de tous les Français et les Françaises. Mais la situation telle que nous la voyons à ce jour, 8 novembre, pardon. Alors, en France, il y a une certaine augmentation de l'incidence du virus, à peu près 70 cas pour 100 000 personnes, ce qui est une pente légèrement ascendante. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas d'augmentation massive, loin de là, du nombre de personnes hospitalisées ou en soins intensifs. Néanmoins, cette petite ascension appelle vigilance, ce d'autant que nos voisins du nord, du nord-est, l'Allemagne en particulier, les Belges, les Néerlandais, voient leur taux d'incidence augmenter beaucoup plus. Alors il y a au moins pour l'Allemagne peut-être des éléments d'explication, mais cette augmentation plus franche chez nos voisins du nord-est implique d'être particulièrement vigilant pour la suite, mais dans l'immédiat, il n'y a pas de, entre guillemets, de drame, même si à l'échelle individuelle, il y a toujours des drames. Toute personne hospitalisée, c'est une personne en trop qui n'aurait pas dû l'être si on avait tout respecté. Alors évidemment, on est solidaire avec nos voisins. Pour autant, on se rend compte quand même que l'Allemagne était moins touchée que nous l'étions. Et puis maintenant, c'est peut-être plus elle que nous. Les Anglais, on en parle un tout petit peu moins. Les Espagnols, plus vraiment non plus. Enfin, expliquez-nous un peu tous ces processus qui sont très étranges pour les non-spécialistes. Je ne suis pas sûr qu'on soit en situation de tout expliquer, mais c'est sûr qu'il y a des différences importantes. L'infection reste très bien contrôlée dans l'Europe du Sud, Portugal, Espagne, Italie, qui sont des pays qui ont très bien vacciné et qui ont mis en place des passes sanitaires ou des systèmes équivalents. La France est un tout petit peu moins bien, mais néanmoins reste très proche de ces pays. Et puis quand on monte vers le nord, j'ai évoqué la situation de l'Allemagne. L'Allemagne a un taux de vaccination qui est inférieur au nôtre, 7% de moins, ça compte, ça fait beaucoup, ça fait 5-6 millions d'Allemands qui ne sont pas vaccinés en comparaison avec la France. Et puis ils n'ont pas de passe sanitaire, donc, qui est une mesure d'incitation que l'on sait efficace pour la vaccination. Belgique, Pays-Bas, c'est un peu plus compliqué parce que leur taux de vaccination est équivalent du nôtre. Néanmoins, ils ont plus de cas que nous. Et les Britanniques ont relâché les mesures de sécurité, enfin de barrières physiques depuis déjà plusieurs semaines, ce qui explique qu'ils se maintiennent en plateau à un niveau assez élevé. Aussi le Danemark. Et le Danemark vient de décider de réintroduire les mesures de barrières et aussi quelque chose d'équivalent du pass sanitaire. Et il y a un facteur probablement qui joue, c'est celui du climat. C'est-à-dire qu'avec une température plus fraîche et une plus grande humidité, le virus se propage plus, soit directement, soit aussi indirectement, parce que les personnes sont plus à l'intérieur qu'à l'extérieur, et en intérieur, parfois, sans respecter les mesures barrières. De manière intuitive, on pouvait s'en douter, mais en fait, c'est une... Oui, absolument. C'est pourquoi il n'y a pas de drame, disons, face aux chiffres que l'on a indiqués tout à l'heure, parce qu'il y a des éléments de ce type qui peuvent l'expliquer, mais ça n'empêche pas de continuer à avoir une action forte pour prévenir la survenue d'autres cas. Alors, j'allais vous dire que, évidemment, on est solidaire de nos amis et voisins européens en particulier. Pour autant, en général, on se dit que si c'est chez eux, ça va être dans quelques jours, quelques semaines, chez nous aussi. Peut-être, pas forcément. Pas forcément, en raison des mesures différentes prises dans chaque pays. J'évoquais deux différences importantes, par exemple, entre l'Allemagne et la France. Un taux de couverture vaccinale plus faible chez eux et l'absence de passe sanitaire. Donc, il n'est pas exclu que grâce à ces deux mesures, à condition qu'en plus les mesures de barrière soient respectées en France, et peut-être que, pas peut-être, et certainement que le rappel de vaccination, je pense qu'on va en parler, soit bien effectué, on peut tenir bon sans que l'on retrouve en France les mêmes chiffres qu'en Allemagne. On va y venir un peu étape par étape dans notre conversation de ce jour. Mais vaccination forte en France, c'est un peu votre succès ?
Je pense que c'est le succès de tout le système de santé français. Il y a eu un engagement massif et il faut leur rendre hommage des professionnels de santé, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, d'autres professionnels de santé qui se sont dévoués pour expliquer à leurs patients pourquoi il fallait se vacciner, qui ont vacciné. Et moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens qui, de façon bénévole, notamment des retraités, ont créé les centres de vaccination et depuis le début de l'année vaccinent sur leurs heures libres. Et je veux dire que c'est très important. Et s'il n'y avait pas eu tout cet engagement de toutes les professions de la santé, nous n'aurions pas ce résultat. Et puis, c'est aussi une réussite, je pense, des professionnels de la santé publique qui travaillent, analysent ces questions tout au long de l'année. Oui, alors c'est intéressant de l'entendre ici, parce que un salon comme celui-ci, ce congrès Sontexpo, c'est le congrès d'hommes et de femmes de la santé. Mais pour autant, c'est quand même de la stratégie. Et puis, il ne faut pas se rater dans cette histoire-là, visiblement. C'est-à-dire comment on organise les choses, comment on organise des campagnes. Moi, je vous ai beaucoup suivi. Comment on organise les campagnes de vaccination, comme ça, on peut le décider, mais il y a toute une chaîne industrielle, de scientifiques. Oui, alors je pense qu'il a été assez intéressant en France, et je voudrais essayer de l'analyser une fois la crise passée, c'est la relation étroite et je crois de qualité entre l'analyse, ce qu'on appelle l'expertise scientifique, et les décideurs politiques qui ont vraiment travaillé ensemble. Il me semble, jusqu'à présent, en tous les cas, dans de bonnes conditions. C'est vrai pour la vaccination, mais c'est vrai d'une façon plus large dans la prise en charge de cette pandémie. Je pense que c'est un précédent assez intéressant qui pourrait d'ailleurs s'appliquer à d'autres secteurs, y compris hors de la santé. Et il y a là un point, à mon avis, un peu nouveau par rapport à la prise en charge de crises dans le passé, y compris de crises sanitaires. Il y en a des monsieur vaccins dans les autres pays? Parce qu'il y a des monsieur... Il y a des monsieur crise Covid, enfin des pendants, disons, si vous passez cette expression, du professeur conseil scientifique, du professeur Delfraissy. Mais des monsieur ou madame vaccin, oui. Comme vous le savez, j'aime pas trop le terme de monsieur vaccin. Je suis une personne parmi d'autres qui conseille les décideurs politiques sur cette affaire. Il y a des responsables scientifiques donc, qui conseillent, bien évidemment, les acteurs politiques dans tous les pays. Il y a en Grande-Bretagne, aux États-Unis, parfois sont les mêmes qui traitent complètement le Covid. Si on pense à professeur Fauci aux États-Unis et quelques autres. Oui, la réponse, bien évidemment, il y a je ferai une réponse plus globale et plus collective, parce que je pense que ça a plus de sens. Il y a, dans les pays qui le peuvent, en tous les cas, une implication forte des scientifiques auprès des pouvoirs publics pour les conseiller et les guider dans une direction qui n'est pas toujours facile à prendre et qui aussi interviennent dans les médias pour expliquer le bien fondé des décisions. Oui. Alors, alors là, je vais vous parler de politique, parce que le pass sanitaire, c'est quand même très politique. Alors, on ne sait pas, à moins que vous sachiez, ce que nous dira le président de la République demain. Bon. Bien évidemment, je ne sais pas. Ça aurait été sympa de nous le dire ici à Sontexpo. Mais en plus, je ne sais vraiment pas. Non, le pass sanitaire, c'est bien évidemment une décision politique, mais qui est fondée d'abord sur une analyse scientifique, qui est avec un double constat qui se passe au mois de juin, un certain infléchissement de la pente de vaccination. Donc on voit qu'il y a moins de personnes qui étaient à l'époque enclines à se faire vacciner, et d'autre part les épidémiologistes qui nous disent que en fait maintenant surtout des mesures de restriction concernant les personnes non vaccinées, on aura un résultat aussi bon que si on maintient ces restrictions à toute la population. Donc avec ces deux éléments d'analyse qui sont de nature scientifique, on tombe immédiatement sur l'intérêt du pass sanitaire. Et de facto, ce pass sanitaire, dès son annonce, a permis que plusieurs millions de Français qui étaient, on va dire, hésitants ou attendaient pour se vacciner, ont compris que c'était leur intérêt de se vacciner. Et donc, c'était évidemment une avancée très importante. Il me semble, sur le plan politique, par ailleurs, que la contrainte sur la liberté de chacun est plus qu'acceptable. Il y a des contraintes bien plus importantes qui sont en jeu dans notre vie quotidienne. Oui, alors c'est là où je voulais parler un petit peu de politique. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, de la position des parlementaires, sénateurs, qui ne voulaient pas que le gouvernement poursuive trop longtemps, poursuive l'usage du pass sanitaire? Ça vous a donné quoi comme impression? Alors, 2 points. 1, il est absolument légitime, évidemment,
que la représentation parlementaire exerce un contrôle, c'est sa fonction, et en tant que citoyen, j'approuve absolument Je cela. crois que vous avez quelques députés et sénateurs qui vous regardent, monsieur Delfray. Alors, heureusement que j'ai dit ça, mais je le pense profondément. C'est le premier point. Deuxième point, je maintiens que le pass sanitaire est un outil acceptable et utile. Et donc, pouvoir continuer à utiliser cet outil s'il est nécessaire. Ce n'est pas évident qu'il va falloir le maintenir jusqu'au mois de juillet 2022. J'espère bien qu'il ne sera pas le cas. Mais pouvoir disposer de cet outil pour faire en sorte que la politique de vaccination soit la plus opérante possible, ça me paraît raisonnable. Parlons maintenant un peu de vaccins, de ces vaccins, les futurs vaccins. Alors cet ARN messager qui a l'air tout à fait parfait, mais enfin maintenant on se dit peut-être que les autres vaccins pourraient être encore plus complets dont la plateforme vaccinale qui sont à notre disposition et peut-être des traitements également, parce qu'on est en train de trouver des traitements à la fois préventifs et on espère peut-être curatifs. Alors je vous parle d'anticorps monoclonaux, etc. Dites-nous quelques mots là-dessus. D'abord, il faut rappeler que ces vaccins ARN, mais aussi d'ailleurs les vaccins fondés sur les vecteurs dits adénoviraux, sont quand même le résultat d'avancées extraordinaires de la science et aussi un succès industriel et permettent de nous protéger, de protéger malheureusement encore insuffisamment les habitants de cette planète, mais enfin beaucoup d'entre eux ont sauvé déjà à l'échelle de la planète, je ne sais pas, des millions de vies. Ça a été estimé à plusieurs dizaines de milliers de vies en France. Donc c'est un succès extraordinaire grâce à la mobilisation des scientifiques, du monde politique, du monde industriel au cours de l'année 2020 pour aboutir en moins d'une année. Et beaucoup d'argent. Oui, c'est pour ça que j'ai dit succès aussi politique et industriel avec les investissements plus malheureusement en Amérique du Nord qu'en Europe. Mais enfin, il faut souligner que c'est de façon tripartite. Ces trois partenaires ont été mobilisés et la recherche qui a permis ce développement de ces vaccins vient du monde académique. Les quelques scientifiques qui ont terminé ce travail après des dizaines d'années de recherche fondamentale viennent du monde académique, je me permets de le rappeler, même si le relais industriel est absolument capital. Donc c'est vraiment une avancée unique dans l'histoire de la médecine, il faut quand même le souligner, et qui aura probablement des répercussions dans la protection contre d'autres maladies infectieuses, d'autres vaccins. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas encore progresser sur les vaccins, il y a beaucoup de travaux de recherche en cours, notamment envisager que, si on veut prévoir le pire, j'espère qu'il n'arrivera pas, un nouveau variant qui serait moins sensible à l'effet de la vaccination. Il y a des travaux en cours pour avoir des vaccins encore plus performants à l'égard de futurs variants, par exemple. Bon, il y a des gens qui travaillent sur l'idée de vacciner sans injection, mais par instillation nasale, ce qui serait formidable, parce qu'il y a quelques personnes qui n'aiment pas la piqûre et qui refusent le vaccin à cause de cela, tout bêtement. Donc ce serait aussi des avancées. Donc la recherche sur les vaccins va se poursuivre. Vous faites allusion à la recherche thérapeutique. Effectivement, il y a eu des avancées, les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps initialement issus de patients qui avaient fait la maladie, mais ensuite qui sont reproduits au laboratoire dans des usines cellulaires. Ces anticorps sont très efficaces pour prévenir la maladie chez les personnes à très haut risque lorsqu'elles sont en contact, et puis aussi chez les personnes très profondément immunodéprimées, par exemple des personnes qui ont reçu des greffes d'organes, qui répondent mal ou parfois pas du tout à la vaccination, donc ça les met en situation difficile, à risque. Alors certes, leur environnement, les personnes qui vivent avec elles se vaccinent, mais ça ne suffit pas si on veut leur maintenir une vie raisonnable. Et donc, on peut leur proposer, c'est le cas depuis quelques semaines, une prévention d'infection par les mêmes anticorps monoclonaux. Donc, c'est une... Sans risque, sans risque ? Sans risque, absolument sans risque. Donc ça, c'est une avancée. Et à côté de ça, vous faisiez allusion à d'autres progrès, sont en train d'aboutir le développement de molécules chimiques qui permettent de limiter l'infection virale, qui pourront être utilisées aussi chez les personnes à risque en début d'infection, toujours en début d'infection pour que ce soit efficace. C'est une nouvelle avancée, mais il ne faudrait surtout pas que parce que de telles molécules apparaissent, on faiblisse sur la vaccination. Parce que ça marche une fois, mais 10 jours après, on peut être contaminé à nouveau, etc., etc. Le seul moyen d'éviter l'infection de façon durable, c'est d'être vacciné. Et alors... pour vous, une petite déception de voir qu'il y a... Alors, j'interrogeais Madame Chen, le professeur Chen, il y a quelques instants, juste avant vous, responsable de la santé publique en France. Quelques déceptions sur le fait qu'il y a toujours une difficulté à faire comprendre des messages qui, ici, nous paraissent très naturels. Nous venons du milieu de la santé.
Il faut relativiser. 88% des personnes éligibles à la vaccination, c'est-à-dire âgées de plus de 12 ans, ont reçu au moins une dose en France, ce qui est un bon résultat. Peu de pays ont fait mieux, mais c'est sûr que face à ce virus qui circule aujourd'hui, le fameux variant Delta, qui est extrêmement contagieux, ça ne suffit pas tout à fait. Même si on aurait pu espérer que ça suffise avec les données qui concernaient le virus avant le Delta, mais avec le Delta, ça ne suffit pas. Donc il faut aller au-delà de ces 88, donc il faut continuer à expliquer, il faut continuer à convaincre. Quelques personnes fragiles, atteintes de maladies chroniques et qui n'ont pas encore été vaccinées, des personnes âgées isolées vers lesquelles il faut aller, des personnes en situation de précarité, et puis aussi des plus jeunes qui ne sentent toujours pas l'intérêt de se vacciner pour eux-mêmes, à tort, parce que de temps en temps, une personne jeune peut être gravement malade, et puis à tort, parce qu'en se vaccinant, on protège les autres, on protège les fragiles. Je parlais des immunodéprimés tout à l'heure. Et puis de la même façon, il y a le rappel. Aujourd'hui, le rappel est indiqué pour les personnes fragiles, c'est les personnes âgées de plus de 65 ans, ou les personnes qui ont des maladies chroniques, ou encore les personnes qui ont reçu un vaccin de Janssen. Alors, ils ne sont pas fragiles, mais elles ont été un peu moins bien vaccinées. Et puis, il y a les professionnels de santé, parce qu'elles sont plus exposées. Il est très important que ça fait à peu près 22 millions de Français, reçoivent ce rappel, parce qu'on sait qu'au bout d'un certain nombre de mois, la protection contre les formes graves de la maladie commence à diminuer. Et donc, si ces personnes ne reçoivent pas le rappel, à un moment ou à un autre, elles risquent de développer une infection grave. Donc c'est absolument critique qu'elles se vaccinent. Beaucoup l'ont comprise. Hein. Si on prend les personnes âgées de plus de 65 ans, environ 70% d'entre elles, aujourd'hui éligibles, c'est-à-dire 6 mois après la primo-vaccination, ont reçu le rappel. Mais il faut continuer cet effort pour arriver à plus de 90%. Et notamment, il y a un effort à faire auprès des patients atteints de maladies chroniques, qui pour l'instant ne se sont pas encore assez engagés vers le rappel, mais il faut y aller, et il faut y aller d'ailleurs en profitant aussi de la vaccination antigrippale qui leur est recommandée et qu'on peut faire de façon concomitante. Sur la question, je crois avoir entendu votre position. Pour les moins de 65 ans, vous n'êtes pas favorable à une vaccination, à un rappel sur des arguments qu'il faut réserver ces vaccins aussi à l'étranger, dans les pays. Non, alors cet argument, il a une certaine valeur, mais il est relatif. S'il y a indication, il y a indication. Aujourd'hui, je ne pense que cette indication n'est pas présente, parce que, heureusement, la protection contre les formes graves de la maladie, c'est ça qui compte le plus, dans l'hospitalisation, a fortiori le séjour en soins intensifs ou les décès, n'a pas décliné chez les personnes âgées de moins de 65 ans, en France et dans les pays européens, aux États-Unis, passé 6 mois. Mais il faut rester vigilant, il n'est pas exclu qu'après 8 mois, 9 mois, 10 mois, on voit apparaître de signes d'un petit affaiblissement, et dans ce cas-là, alors il n'y aurait pas à hésiter et il faudrait proposer la vaccination de toute la population. Mais ce critère n'est pas atteint aujourd'hui, de même qu'un autre critère possible serait qu'on ait une flambée de l'épidémie en France. Heureusement, ce n'est pas le cas, et j'espère bien, on l'a discuté tout à l'heure, ça ne sera pas le cas, je l'espère. Donc, en raison de du premier point ou du second point, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'indication d'un rappel en population générale, mais ceci est à réévaluer tous les 15 jours, tous les mois, et on verra. À un moment ou à un autre, ça viendra, parce que cette immunité induite par la primo-vaccination, elle ne peut pas être éternelle avec ce type de virus, mais exactement quand, dans 3 mois, dans 6 mois, je ne sais pas. Eh bien, écoutez, et puis pour demain, on écoutera le président de la République. Voilà, on en saura un peu plus. En tout cas, nous avons été, Alain Fischer, extrêmement content de vous recevoir sur le plateau de FHP Direct, ici à Sontexpo, pour les messages, j'allais dire de confiance que vous nous avez fait passer, c'est ça? Je résume? Mais de vigilance. Confiance vigilante, voilà. C'est vigilance. Confiance vigilante ou vigilance confiance. Merci beaucoup. Merci à vous.